C'est ça qui a été le plus gros point. Comprendre pourquoi ça s'exprimait dans mon corps, bien sûr, quel était le message, mais aussi changer mon mindset et dire non, c'est terminé, ça fait plus partie de qui je suis. Mon identité, ce n'est pas moi, je ne suis pas les migraines. Et je pense que c'est le plus important. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je reçois Léa Godefrin, naturopathe spécialisée dans la guérison des migraines. Léa nous partage son histoire avec les migraines, comment elle s'est rendue compte qu'elle s'y était identifiée et le déclic qu'elle a eu pour commencer son chemin de guérison. Dans cet épisode, elle nous livre des conseils naturopathiques et holistiques pour s'en libérer pour de bon et vivre mieux. J'ai moi-même appris plein de choses avec Léa dans cet épisode, j'ai hyper hâte que vous l'écoutiez. C'est parti. Bienvenue Léa, bienvenue dans le podcast, je suis hyper heureuse de t'avoir avec moi. Alors, ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avec les migraines ? Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Alors en fait, moi ça a commencé, j'étais toute petite, j'avais 10 ans. Et j'ai traîné ça très longtemps. Et j'ai commencé à avoir des migraines très violentes avec des nausées, des vomissements. Je devais m'absenter de l'école régulièrement et ça a duré toute ma scolarité et après quand je suis allée à l'université. Et en fait, il y a eu un moment où naturellement au début je prenais des anti-inflammatoires. Et puis à l'âge de 12-13 ans, ça me faisait plus rien parce que j'en prenais beaucoup déjà. Donc ça c'est déjà c'était pas super cool comme façon de procéder. Donc le médecin il était un petit peu on continue sur ça et puis on peut pas faire grand-chose de plus. Sauf que à l'arrivée au lycée, j'en avais vraiment beaucoup, je devais m'absenter parfois une semaine. Et du coup le médecin nous a renvoyés vers une neurologue qui a commencé à me suivre du coup quand j'avais 16 ans, je pense. Et cette neurologue, du coup, on est passé par des traitements de fond, des triptans, des anti-inflammatoires plus puissants que de l'ibuprofène pour les crises. Et puis voilà, en me disant que de toute façon, c'était une pathologie qui faisait partie de moi et que on peut pas vraiment l'enlever, que c'est dans ma constitution en gros et que on peut que atténuer l'intensité des crises et leur fréquence, mais que ce sera toujours plus ou moins quelque chose qui fera partie de moi. Donc je me suis construite aussi autour de cette pensée-là, de cette croyance-là, et puis ça a continué. Donc j'ai pris un traitement de fond pendant un temps, et puis il y avait des moments où ça allait mieux, donc je me disais j'arrête un peu le traitement, je faisais un peu ça à ma sauce, on va dire. Et puis parce que je sentais que ça allait, donc j'avais pas envie de le prendre. Et puis il y avait des moments de vie où ça allait moins bien, donc les crises elles revenaient en force. Et puis là, je me disais je reprends le traitement. Je faisais des allées et venues. Et puis pendant tout ce temps, la neurologue m'a quand même suivie. Et puis il y a eu un moment où j'ai tout simplement de moi-même arrêté le suivi parce que ça allait mieux quand je suis rentrée à l'université. Et puis c'est revenu en force 2 ans après. Et c'est revenu tellement violent que je prenais un ibuprofène par jour. Parce que j'étais tombée dans un cercle vicieux de j'ai peur d'avoir une crise, donc j'en prends. Parce que dès qu'on sent la crise arriver, en fait, on est censé prendre l'anti-inflammatoire pour éviter, parce qu'une fois qu'elle est déclarée, c'est trop tard, entre guillemets. Donc du coup, par sécurité, à chaque fois, j'en prenais un. Et puis j'avais tellement peur d'avoir une crise parce que c'est tellement violent, c'est tellement douloureux, c'est tellement handicapant que du coup je faisais ça. Sauf que plus tard j'ai découvert que ça existait, les migraines liées aux médicaments justement, c'est quelque chose qui existe, que des fois ça se retourne contre la personne qui en prend. Donc voilà. Et à ce moment-là je me suis dit ok stop, je veux plus prendre de médicaments et je veux pas retourner à un traitement de fond. Parce que moi ça me dérangeait profondément de prendre un traitement tous les jours.
Donc à ce moment-là, je me suis dit je veux plus, sauf que là j'étais dans le néant parce que je ne savais plus vers quoi me tourner, à part revenir vers le médecin, lui demander de me represcrire un traitement de fond, et je voulais pas faire ça. Donc c'est là qu'a commencé un petit peu tout ce chemin de découverte et d'exploration, mais qui a été très compliqué mentalement parce que j'avais l'impression d'être en errance et de pas savoir vers qui me tourner, de pas savoir quoi faire. J'étais complètement perdue en fait, et la médecine conventionnelle m'avait pas apporté des solutions qui m'avaient satisfaite du coup. Et à part ça, j'étais un peu ouais en errance. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à chercher, et aujourd'hui, j'aimerais bien aussi pouvoir permettre à d'autres personnes et porter ce message-là que on n'est pas obligé d'être dans cette errance-là en fait. Voilà. pour pour un peu un parcours en condensé, ça s'est étalé sur une douzaine d'années du coup. Et du coup, une des étapes aussi, ça a été de se libérer d'un narratif, bon là qui était le narratif médical, mais qui aurait pu être n'importe quel narratif, un narratif assez pessimiste et fataliste finalement, si je peux l'appeler comme ça, de tu vas devoir vivre avec en fait. Complètement. C'est ça qui t'a décidé à devenir naturo, ou ça a été une partie de ça? Ça a joué, hein, parce qu'en fait, au moment où je me suis inscrite pour faire la formation, c'était, je pense, 2 mois après avoir décidé que je voulais plus prendre de médicaments, et où j'ai commencé à chercher des pistes plus naturelles, plus holistiques aussi. J'ai découvert la notion holistique pendant ma formation, plus que seule, mais j'avais commencé à chercher un peu des pistes naturelles, et puis je pense que ça a vraiment ouvert la voie, et ça a été une des choses qui m'a amené vers ça, parce qu'en fait le jour où j'ai découvert ce que c'était la naturopathie, j'étais dans une petite boutique d'une femme qui était conseillère en naturo, qui avait une boutique où elle vendait des plantes, des bourgeons, des choses comme ça. Et j'étais allée la voir parce que je cherchais justement de la camomille et du magnésium, parce que j'avais vu que en supplémentant comme ça pouvait me servir de béquille pour l'arrêt net en fait des médicaments. Là, ça pouvait m'aider. Après, placebo ou pas, voilà, on en fait ce qu'on veut. Mais je suis rentrée dans sa boutique, et c'est là que j'ai découvert ce que c'était la naturopathie, parce qu'en fait, elle m'a tendu en flyer, elle m'a dit bah si tu veux en savoir plus, voilà, lis, tu verras ce que c'est. Donc oui, c'est les migraines qui m'ont ouvert un peu ce chemin, et c'est en faisant cette démarche que j'ai découvert ce que c'était aussi, quoi. Ça, c'est vrai. Il y a des recherches justement qui ont montré ici, je parle beaucoup d'anxiété dans ce podcast, il y a des recherches qui ont montré que l'anxiété est encore plus étroitement liée à la migraine que la dépression même, ce qui peut paraître contre-intuitif. Il y a l'American Migraine Foundation, je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, il y a des chiffres de cette fondation aux États-Unis qui estiment que la moitié des personnes qui souffrent de migraines chroniques sont également anxieuses. Donc ça fait une bonne partie des gens quand même. Toi, l'anxiété, est-ce que tu connais? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie? Si oui, comment ça se manifeste chez toi? Qu'est-ce que c'est un peu ta relation à ça? Bah, je pense que je peux pas me catégoriser comme une personne qui est dans l'anxiété chronique. Par contre, j'ai eu des passages évidemment d'anxiété très intenses, bah, notamment en fait toute la première partie de cette aventure avec je l'appelle une aventure parce qu'honnêtement aujourd'hui je suis très apaisée avec ce qui s'est passé, et je pense que c'est une clé aussi, on en reparlera. Mais ça génère énormément d'anxiété, et c'est un cercle vicieux en fait, parce que du coup on est anxieux à cause des migraines, les migraines nous rendent anxieux, et puis on s'en sort pas. Et c'est un stress latent énorme en fait de souffrir de migraines, parce que c'est comme si on avait une épée de Damoclès en permanence sur la tête. À tout moment, on a l'impression qu'on peut se faire foudroyer. On est là, on est en vacances, tranquille, en train de faire une petite visite. On est là pendant un examen à l'école. On est à une fête, ou à n'importe quel moment, ça peut frapper et nous handicaper pendant plusieurs jours. Donc c'est hyper... ouais, c'est une charge mentale énorme, et surtout quand on est plus jeune, et même quand on est adulte, mais qu'on n'est pas bien informé sur ce que c'est, et qu'on est mal encadré, mal suivi, et qu'on a du mal à s'en sortir. Je pense que c'est vraiment une source d'anxiété énorme, et moi ça l'était devenu pendant un moment, parce que ça jouait sur mes relations sociales, ça jouait sur la façon dont j'imaginais ma vie professionnelle, ma vie à l'école, parce qu'aujourd'hui c'est très dur les migraines, on associe ça à des maux de tête, on en reparlera, mais c'est très différent. Et malheureusement, quand on dit ah, mais j'ai des migraines, les personnes, le discours c'est bah t'as qu'à prendre un Doliprane et puis ça va aller mieux. Sauf que du coup c'est très mal reconnu, c'est mal accepté,
Et c'est difficile au travail si on a une crise de dire bah ouais bah je vais partir et puis je vais peut-être pas revenir demain ou après-demain parce que ça sera tellement violent que voilà. Et tout ça, ça génère beaucoup de charge mentale, bah ouais, beaucoup d'anxiété en fait. Ça tourne dans la tête et même quand on n'a pas une crise, en fait, c'est là. C'est pas quelque chose qui nous handicape quand on a une crise, ça nous handicape en permanence parce qu'on sait que ça peut nous tomber dessus, qu'on est sujette à ça. Et surtout quand on n'a pas changé ce que tu disais, le narratif là, quand on est pris là-dedans, c'est vraiment une boucle infernale, quoi. Ça t'a amené à... Tu sais, dans l'anxiété, il y a souvent des situations d'évitement, en fait. On évite ce qui nous fait peur. Il y a des personnes qui arrivent plus à aller faire leurs courses, par exemple. Il y a des personnes qui arrivent plus à prendre leur voiture. Est-ce que toi, les migraines, ça t'a amené... Ou l'anxiété générée par les migraines, parce que c'est le truc, c'est un petit peu la peur de... Dans l'anxiété, on parle de la peur de la peur. J'ai peur d'avoir mes angoisses, finalement. Et là, j'ai peur d'avoir des migraines. Donc, j'ai de l'anxiété par anticipation. Est-ce que ça t'a amené justement, toi, à des situations d'évitement, des choses que tu faisais plus? Par exemple, je crois qu'on avait parlé du parfum, je me souviens plus. Mais voilà, des choses que tu as Ouais. commencé à éviter dans ta vie parce que tu te disais ça déclenche les migraines en fait. Mais complètement. Et ça, par contre, je vais pas mentir, c'est toujours le cas. Et pour moi, c'est quelque chose que je fais parce que sinon, je risque d'avoir une crise. Et pour moi, je peux pas me permettre de me mettre dans un environnement où je risque d'en avoir une. Parce que je veux plus subir ça, je veux m'en détacher. Et m'en détacher, ça a été aussi me dire, ok, bah, j'ai identifié ça. Bah, je préfère l'éviter. Donc, le parfum, oui, ça a été le premier truc, je pense, que j'ai remarqué. Bah, voilà, comme toutes les adolescentes de 15 ans, j'aimais bien qu'on m'offre un parfum à Noël, etc. Donc, j'aimais beaucoup ça. Puis ma maman en mettait beaucoup, puis voilà, au lycée, à l'école, tout le monde en met en général. Et je me suis fini par me rendre compte que c'était juste, au moment où je mettais le parfum, là, le nuage qu'il y avait, c'était intenable. Ouais, ça me déclenchait des crises. D'ailleurs, enfin, on sait très bien que ça fait partie des cosmétiques où il y a le plus de cochonneries. Et clairement, pour des personnes migraineuses, le parfum, c'est un peu le diable. C'est vraiment douloureux et le simple fait de pouvoir, de passer à côté de quelqu'un dans la rue, hein, quand on a sur lui, ça va me gêner. Pas au point de déclencher une crise parce que voilà, la personne elle passe rapidement, mais juste ça va me gêner. Et voilà, mon entourage le sait. Mon chéri ne met pas de parfum. Mon frère, quand je suis avec lui, il me dit j'ai pas mis de parfum pour toi. Voilà, et ça c'est des choses, oui, c'est vrai que c'est des situations d'évitement. Et là, on parle du parfum parce que c'est un exemple assez compréhensible, mais il y a plein d'autres choses. Dès que je sais que je pourrais être dans une situation où je risque d'être crispée, d'être tendue, je sais que cette tension intérieure, ça peut générer une crise. Donc si je peux l'éviter, je vais l'éviter. Ça c'est clair. Et parfois, oui, ça peut être gênant et ça peut être gênant au quotidien parce qu'on peut pas toujours tout gérer et éviter chaque potentielle source de déclenchement en fait. Ouais, donc pour le parfum, un truc super simple, c'est de mettre un petit mélange d'huile essentielle derrière ses oreilles, par exemple. On va en parler des solutions. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Moi, je pense que c'est super important justement pour se libérer d'un narratif peut-être fataliste et puis reprendre le contrôle justement de comprendre ce qu'il y a derrière aussi. Donc, toi, de ton parcours, des recherches que tu as pu faire, les migraines, ça vient d'où? C'est quoi un petit peu les causes premières des migraines? Qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait? Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans notre corps? C'est hyper intéressant comme question parce qu'en fait, les migraines, c'est quelque chose qui questionne beaucoup dans les recherches et c'est quelque chose, une pathologie qui n'a pas livré tous ses secrets. C'est encore difficile à comprendre, à identifier les causes pour les personnes qui travaillent là-dessus, qui font des recherches. C'est pas une pathologie où on se dit, ok, il y a ça. Quand les personnes ont des migraines, on va venir agir sur ça et puis ça va aller mieux. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça fait qu'aussi, même l'OMS en parle, hein, c'est une des maladies les plus handicapantes dans le monde parce que aussi, je pense, c'est classé comme ça parce que c'est une maladie qui est compliquée à prendre en charge. Enfin, c'est une maladie, j'aime pas forcément le terme, mais un déséquilibre en tout cas, parce que c'est vraiment multifactoriel pour le coup. Si vous en avez, je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a pas une cause et ça serait trop facile en fait. S'il y avait une seule chose, on peut se focaliser sur certaines choses. Il y a des choses sur lesquelles on va venir mettre le doigt dès on constate quelqu'un qui a des migraines, on peut aller regarder. La médecine conventionnelle, elle va souvent conseiller d'aller contrôler la vue. Si c'est pas encore fait, je pense, enfin, c'est la première chose hein, quand on va vers son médecin qu'on nous conseille. Donc ça, si c'est pas fait, voilà, on peut le faire. Mais
Si c'est pas ça, en général, si vous avez toujours des migraines, que vous êtes toujours embêté, c'est sûrement que c'est pas ça. On peut aller voir du côté des carences et des surcharges. Ça, c'est une notion qui est très présente en naturopathie. Quand on souffre de carences, et je parle là de carences sur le plan physique, mais pas que. Attention, ça peut être des carences sur le plan émotionnel, mental, voire spirituel. On parle là du chemin de vie, du sens. Ça peut vraiment jouer. C'est très, très, très lié à l'émotionnel, au mental. Et donc, ça peut être des carences, mais aussi sur les autres plans, ça peut être des surcharges, notamment des surcharges au niveau du foie. C'est important d'aller voir dans l'approche naturopathique, on va tout de suite aller voir si le foie est pas surchargé. Honnêtement, je pense que c'est pas en agissant sur le foie que ça va tout régler. Par contre, encore une fois, je pense qu'il faut agir sur tous les points. Et on va aller voir souvent, il y a une surcharge au niveau du foie. Ça peut venir d'un déséquilibre hormonal pour les personnes qui ont des migraines qui sont prémenstruelles. Là, va y avoir aussi toute la dimension régulation hormonale. Au-delà de ça, là, ça va être un petit peu tout ce qu'on entend régulièrement. Moi, je pense que c'est vraiment... Il faut aller voir du côté du décodage biologique. Il faut aller se poser la question de se dire, j'écoute mon corps. Pourquoi ça revient? Les migraines, en général, c'est chronique. Hein. Donc, si c'est chronique, c'est qu'il faut aller regarder. Pour moi, si vous voulez vraiment trouver une porte de sortie, faut écouter son corps, faut écouter ses émotions. Et faut laisser la porte aussi pour entendre ce qui se passe. Parce que c'est très émotionnel. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens là qui nous écouteront d'avoir une contrariété et déclencher une crise. C'est hyper fréquent, c'est très très fréquent que les crises se déclenchent après une contrariété, même très minime. Quand j'étais plus jeune, moi je me disais, bah j'ai une crise, mais je comprends pas pourquoi. Avec du recul, il y avait une raison, mais j'avais pas je cherchais des causes physiques. Et en général, c'est pas toujours le cas. Moi, c'était plutôt rare que ce soit un élément de l'environnement extérieur en fait ça pouvait être quand on est au lycée, qu'on est en TP de chimie là, qui ils font plein de trucs avec des solvants, des trucs bizarres. Oui, c'était possible que je déclenche une crise après ça. Je craignais d'ailleurs les situations d'évitement. Là, il y avait des moments où j'ai skippé les les TP de physique où j'étais en S, donc il y en avait pas mal. Parce que bah voilà, les trucs comme ça, les TP de chimie avec tous les solvants, ça le faisait pas. Mais au-delà de ça, souvent c'était des réactions émotionnelles et ça peut être vraiment, je pense, c'est une des causes les plus importantes à aller voir. Et après, ça s'explique bien par la sensibilité en fait du cerveau. On va en reparler après, je pense. Ouais, sur la question du décodage biologique, elle est super intéressante cette question-là. Moi aussi, c'est quelque chose que je propose pas mal en coaching quand il y a des mots physiques, d'aller voir le décodage biologique. Alors, une précision que j'aime bien donner, moi, c'est pas comme une vérité toute faite qu'on vous calque dessus, c'est une proposition. Et puis moi, je dis toujours, va lire le décodage biologique, si ça te parle, super, si ça te parle pas, super aussi. Mais voilà, vraiment le voir comme une proposition. On mettra dans les show notes du podcast le décodage biologique pour les migraines issu du Grand Dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Ça peut voilà peut-être ouvrir des portes à certaines personnes. Donc effectivement, en fait, je pense que vraiment la grande question sur les personnes qui ont des migraines, c'est vraiment ça. On se demande toujours, mais pourquoi une personne A a des migraines et pourquoi une personne B a pas de migraine? Pourquoi une personne, tu vois, par exemple, j'en sais rien, j'avais lu des choses sur le fait que ça pouvait être lié aussi à un syndrome de l'intestin irritable, à certaines allergies ou intolérances alimentaires, et puis tu te dis, bah, ok, mais une même personne qui est intolérante au lait de vache, par exemple, et une autre, il y en a une qui va faire de l'eczéma, il y en a une qui va faire des migraines. Donc effectivement, il y a un petit peu ces mystères du corps humain. Est-ce qu'il y a plusieurs types de migraines? Bah justement, je rebondis là-dessus. C'est vrai que, en fait, pourquoi une personne A et une personne B aura ou pas, comme je disais, ça reste en cours au niveau des recherches et c'est quelque chose qui est très intéressant. Par contre, il y a une pensée qui émerge et qui est quand même très dominante, c'est que il se passerait quelque chose au niveau du cerveau pour les personnes touchées par les migraines, au niveau de l'hypothalamus, qui serait plus sensible. En fait, pour faire très simple, les personnes migraineuses auraient un cerveau naturellement plus excitable, donc plus sensible, et plus sensible à tout. C'est pas sensibilité dans le sens je suis sensible émotionnellement comme on peut l'entendre généralement dans la pensée commune. C'est sensible en fait à tout ce qui peut se passer au niveau de l'environnement interne et externe. Et ça veut dire que quelqu'un voilà qui a une contrariété parce qu'elle s'est disputée avec son conjoint qui n'a pas ce terrain plus sensible
ça va pas déclencher une migraine derrière. Et une personne qui a ce cerveau naturellement plus excitable, par contre là, ça va faire trop pour, pour l'hypothalamus qui n'aime pas du coup quand il y a des changements, quand il y a des modifications quelles qu'elles soient. Et là, il s'excite et là, ça se passe pas bien. Et pour faire très simple et très dégrossi, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Et justement, ce côté, est-ce qu'il y a différents types de migraines? Il y a pas forcément différents types. Par contre, c'est intéressant dans les maux de tête primaires de différencier le mal de tête, de tension et les migraines. C'est deux choses qui sont très différentes. Les migraines, ça va avoir des caractéristiques très propres. Et les maux de tête de tension, c'est très différent. C'est pour ça aussi que pour les personnes migraineuses, entendre quelqu'un dire j'ai une migraine alors qu'il a mal à la tête, ça peut faire grincer des dents. C'est pas du tout la même chose. Et les migraines, elles vont s'accompagner de déséquilibres sur plein de choses. Ça peut durer plusieurs heures à plusieurs jours. La sensibilité à la lumière et au bruit, elle va complètement être modifiée. Ça peut rendre n'importe quel mouvement normal comme marcher ou monter les escaliers infaisable. Ça va générer forcément des douleurs en pulsatile, comme si on sentait son cœur battre là dans la tête. Ou comme un étau, comme si le crâne allait exploser en fait, hein, clairement. Au point des fois ça fait tellement mal qu'on a envie de se taper la tête pour que ça s'arrête. Donc ça va se manifester comme ça. Et il y a une nuance à faire. Là, on pourrait dire que c'est deux types de migraines différentes. En fait, c'est pas vraiment différent. Mais pour 80% des personnes, ça va se passer plus ou moins comme ça. Et pour 20% restants, il va y avoir un petit bonus qui n'est pas du tout agréable, qui s'appelle les auras. Les auras, ça va être des troubles neurologiques qui vont se manifester un petit peu avant que la crise démarre. Donc les migraines, on les sent toujours venir. C'est quelque chose qui vient progressivement. Là, je l'ai pas dit, mais je le rajoute. C'est pas, ça nous frappe pas comme ça. On sent qu'elles arrivent, hein. C'est pour ça d'ailleurs, c'est cette histoire de prendre le médicament dès qu'on le sent. Les auras, ça va se manifester juste avant. C'est des troubles où il va y avoir des troubles de la vision. Donc ça peut être des flashs, ça peut être voir flou, ça peut être de la lumière. Enfin, c'est différent en fonction de chacun. Ça va être des troubles au niveau des extrémités. Ça peut sentir comme des fourmillements dans les mains, dans les membres. Et ça va être aussi une difficulté au niveau de la parole. Dire un mot pour un autre ou pas trouver ses mots, et ça quand c'est la première fois c'est très déroutant. Dans ce cas-là on est plus que hors service, hein. On n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à écrire, enfin c'est complètement, on a l'impression de plus être dans son corps. Moi personnellement j'avais des auras, j'avais le petit bonus. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. C'est très bien comme ça, mais ça c'est deux choses un petit peu à nuancer. Pour les personnes qui souffrent d'aura, c'est encore plus délicat et c'est encore plus désagréable. Donc voilà, ouais, je dirais pas qu'il y a plusieurs types, mais en tout cas, faut bien différencier maux de tête, de tension et migraine. Et puis, il y a cette petite nuance avec l'aura qui peut être pour les 20% des personnes touchées, ouais. Ok. Donc, tu as parlé de la vue, tu nous disais que tu prenais de l'ibuprofène. Qu'est-ce qui est proposé en fait en médecine conventionnelle de façon générale pour les migraines? C'est ça, c'est checker la vue et puis les anti-inflammatoires. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, non, en fait, c'est plutôt... Enfin, en tout cas, personnellement, hein, ça se trouve, le chemin sera peut-être différent pour tout le monde. Moi, on m'a naturellement dirigée vers les anti-inflammatoires, fait contrôler la vue. Mon médecin était ostéopathe, donc il m'avait proposé de checker les cervicales, donc ça peut être intéressant à faire, hein. Honnêtement, moi, ça m'a pas changé le jour en nuit, mais je pense que ça a aidé, parce que la tension et le stress, ça se loge dans cette zone-là du corps, donc ça peut être intéressant d'aller détendre, dans tous les cas. Et puis ouais, c'est ça, c'est les anti-inflammatoires plus les triptans en cas de crise là qui sont un cran au-dessus au niveau de l'intensité pour quand il y a une crise. Et sinon c'est un traitement de fond qui peut être pris voilà en continu plus ou moins longtemps. Moi quand j'avais commencé on m'avait pas dit on arrêtera à un moment, c'était juste on le prend et puis tu verras bien ce que ça donne. C'est un peu voilà quoi. Ouais, c'est un traitement qui est pris, voilà, moi c'était la neurologue qui me l'avait donné, je crois pas qu'il peut être prescrit par un médecin. Du coup, voilà, te défaire un petit peu, tu disais à un moment j'ai dit stop. Moi, je dis souvent que l'énergie du ça suffit, elle est très puissante et il faut pas la sous-estimer. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour toi. J'ai l'impression quand on dit j'ai dit stop, c'est un peu voilà, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que ça a été? Ça a été une progression? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Comment ça s'est passé? Ouais, bah, c'est ça, hein, c'est vraiment l'énergie du ça suffit. En fait, quand ça a commencé, moi j'étais enfant, hein, donc à 10 ans, on n'a pas du tout le recul, on comprend pas trop ce qui se passe. Même après, en grandissant, vers l'âge de jeune adulte, à 18-19 ans, moi voilà, je faisais ce qu'on me proposait, puis je me posais pas la question. Il y a eu un moment par contre où
où dans ma vie ça a évolué personnellement, il y a eu plein de choses. Et quand j'ai vu là, c'était il y a pas si longtemps en fait, c'était il y a 1 an à peine, en janvier dernier, je prenais un anti-inflammatoire tous les jours. J'étais complètement coincée dans un engrenage et je me dis c'est pas possible en fait, c'est pas ça, je veux pas vivre comme ça. Je veux pas non plus reprendre de traitement de fond, je veux plus. Et j'ai arrêté net d'un jour à l'autre, j'ai dit je n'en prends plus. Alors quand on fait des crises ultra violentes, de faire ça, c'était un peu c'était un peu radical. Mais vraiment, c'était l'énergie du ça suffit, elle était très puissante et je pense que c'était le point culminant de tant d'années à pas comprendre ce qui se passait, à pas trouver vraiment de solution, parce que c'est bien de me demander de prendre des médicaments, mais moi ce que je voulais c'était pas ça, c'était que ça s'arrête en fait, que je trouve vraiment une solution. Et je pense qu'il y avait toute cette frustration, toute cette tension là de me dire mais j'en veux plus de ça, c'est terminé. Et ouais, il y a eu cette énergie là qui a émergé, qui a dit stop. Mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de force mentale parce que le matin quand tu te réveilles et que t'as une crise et tu dis non, je prends pas de médicaments, tu joues un peu la roulette russe parce que si derrière t'as une crise où tu peux plus bouger pendant 4 jours, c'est un peu osé. Mais ça, ouais, ça reflète l'énergie, à quel point ça venait de loin là, ça suffit, il était là, il attendait que je lui laisse la place de s'exprimer quoi. Et c'est ça qui a été vraiment le déclic pour moi. Ça sera pas forcément aussi radical pour tous, je pense. Mais pour moi, ça a été radical. Ok, à partir de là, on peut dire que tu t'es engagé, je vais l'appeler comme ça, ton propre parcours de guérison, celui sur lequel, voilà, que toi tu décidais et dans lequel il y avait beaucoup plus d'intention finalement, qui était vraiment intentionnel. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Est-ce que tu as eu, comme on dit en anglais, des trials and errors? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu t'es engagé puis tu t'es dit non, c'est pas du tout ça? Ouais. Voilà, ou au contraire des choses qui ont été hyper efficaces. Est-ce que tu peux partager un petit peu ça? Ouais, complètement. Bah oui, là pour le coup, c'est comme tu dis, je me suis engagée dans mon propre truc. Je me suis pas naturellement tournée vers des professionnels de santé holistique ou des choses comme ça. Et avec le recul, je pense que si j'avais connu tout ça je connaissais pas encore à ce moment-là, ou très peu, je pense que ça aurait été un peu moins expérimental et un peu plus, que ça aurait été peut-être plus efficace d'emblée, mais c'est pas grave, ça me permet aussi d'être là où je suis aujourd'hui. Donc j'ai commencé à tester plein de trucs, à me prendre un peu pour un cobaye. Donc, bien sûr, c'était avec des choses très douces, donc c'était pas une expérimentation dangereuse, hein, mais j'essayais des plantes, j'essayais des respirations, plein de choses. Donc ça a commencé en fait où le jour où je me suis dit j'arrête de prendre des médicaments, ça me faisait peur, donc j'ai regardé si je pouvais prendre des plantes ou des choses pour substituer un peu. J'avais vu que la camomille pouvait aider à être pris un petit peu comme un traitement de fond sur 2 ou 3 mois, combiné au magnésium, parce que une des carences possibles, c'est le magnésium. Quand on est sur les carences et les surcharges, pardon. Il n'y a pas que ça, mais le magnésium fait partie des carences potentielles quand on souffre de migraine. Donc je me suis dit, allez, on tente ça. J'ai fait ça pendant 3 mois. Ça m'a quand même permis de prendre très peu de médicaments, honnêtement. Mais je pense que c'était la puissance de mon intention avec du recul qui était la plus puissante, et je pense qu'aujourd'hui avec du recul c'était mon mindset qui a été le plus important dans tout ce chemin. On va y revenir. Et donc j'ai commencé par faire ça, puis après je me suis dit bon je vais tester le Reiki et puis l'hypnose. Donc on a fait des nettoyages énergétiques, donc je pense que ça a participé à libérer des choses parce que c'est très encombré au niveau de la tête, hein, au niveau des chakras supérieurs, hein, quand on est sur des problèmes comme ça, comme les migraines. Donc on a fait ça, j'ai fait de l'hypnose parce que j'avais identifié que le lâcher prise et le contrôle c'est quelque chose qui est très présent chez les personnes qui font des migraines, et en général on se déclenche des crises par tout ce côté, il y a tellement de tension intérieure, et moi cette tension elle était liée à ce besoin de tout contrôler et cette incapacité à lâcher prise. Donc j'avais identifié qu'il fallait que je travaille là-dessus, donc j'ai travaillé avec ça sur 2 séances avec une hypnothérapeute. À côté de ça j'ai utilisé une fleur de bac pour le lâcher prise et le contrôle. C'est très expérimental, hein. Donc j'ai fait ce chemin-là, ça commençait à aller mieux, je voyais quand même des changements. Il faut pas oublier aussi que pendant toute cette période-là, j'étais en grand changement de vie. J'étais en train de préparer un déménagement. J'étais en train de commencer à me former en naturopathie. Donc je m'alignais aussi avec ma vérité, j'allais vers un nouveau lieu de vie qui collait plus avec mes attentes et mes besoins.
Donc il y avait toute cette dimension spirituelle d'alignement et de chemin de vie aussi qui revenait à sa place. Donc ça, je pense que ça a été énorme. Et ça nous amène à peu près à cet été. Et il y a eu ce moment où je continuais quand même à avoir parfois des crises, mais c'était beaucoup moins handicapant. Honnêtement, depuis avril, j'ai jamais eu une journée, je crois, ou très rarement, jusqu'à cet été où j'ai dû m'arrêter de faire, voilà, être en stop. Et il y a eu quelque chose pour moi qui a été vraiment le point de bascule après tout ça. C'est que voilà, bon, à côté de ça, j'avais fait une démarche aussi pour au niveau du foie, décharger le foie, réguler un petit peu les carences et les surcharges, une démarche plus naturopathique parce qu'au fur et à mesure que j'apprenais des choses, je les appliquais sur moi aussi. J'utilisais toujours du froid, des huiles essentielles quand j'avais des crises, etc. Bon, ça c'était un petit peu ce que j'avais toujours fait, donc j'utilisais toujours ça pendant les crises. Et puis le point de bascule, ça a été quand je me suis intéressée à mon mindset et au discours que je me racontais. En fait, ça a été vraiment, je pense que c'est pour moi l'outil le plus puissant avec du recul. C'est ce que vous vous racontez, c'est ce que vous vous dites. Moi, je m'étais construit autour des migraines. Hein. Quand on a 10 ans, on est encore en construction. On construit son être, on construit qui on est. Et j'ai construit mon identité autour de ça. Et je m'en suis rendu compte en étant plus adulte. Et j'ai compris qu'en fait, tant que c'était une part de moi, que je m'y rattachais, que je m'identifiais comme je suis migraineuse, c'est mes migraines, au lieu de dire les migraines, c'est moi, ça fait partie de moi. C'était aussi une façon, même si mon ego avait pas envie de l'accepter, d'attirer l'attention à moi aussi. Hein. Forcément, quand on est comme ça, quand on est hors service, ça attire l'attention, ça attire le regard des autres, ça attire l'amour de nos proches. J'avais construit toute mon identité autour de ça et je me suis dit, tant que en moi c'est ancré, c'est moi, ça ne partira pas. Il faut que je fasse comprendre à mon corps, à mon être, que ce n'est pas moi, ce n'est plus moi, ça n'a pas à faire partie de moi pour le futur. Et c'est ça qui a été le plus gros point. Comprendre pourquoi ça s'exprimait dans mon corps, bien sûr, quel était le message, mais aussi changer mon mindset et dire non, c'est terminé, ça fait plus partie de qui je suis. Mon identité, ce n'est pas moi, je ne suis pas les migraines. Et je pense que c'est le plus important. Ouais, je suis tout à fait d'accord là-dessus. L'identification, pour moi, c'est le plus grand danger, en fait. C'est la même chose pour, voilà, moi, ça a été un parcours de guérison avec l'eczéma, par exemple, mais c'est la même chose, en fait, que ce soit l'eczéma, que ce soit les migraines, que ce soit, voilà, les maladies auto-immunes. Moi, j'ai un papa qui a la sclérose en plaques, qui est très, très identifié à sa maladie aussi, et c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, du coup, en assistant à ça, et effectivement, ouais. L'identification, pour moi, c'est danger, danger. Si vous vous identifiez, déjà prendre conscience, je pense que c'est ce que tu dis, quand on prend conscience, la moitié du chemin, elle est déjà faite, en fait. Je reviens juste rapidement sur cette question, tu sais, du lâcher-prise et du contrôle, parce que c'est quelque chose qui est présent pour les personnes aussi qui ont de l'anxiété, alors qu'on a des migraines, qui ont de l'anxiété, et je pense de façon générale, toi, t'es venu aussi en séance de breathwork, par exemple, c'est un des grands obstacles ou la chose qui fait peur, tu sais, ce truc de lâcher prise. Et moi, je suis toujours un peu prudente aussi avec cette notion parce que je pense que tout n'est pas prêt à être lâché. Aussi, pour moi, c'est un petit peu comme la pomme qui est mûre et qui tombe de l'arbre, tu vois. Une fois que c'est arrivé à maturité, elle tombe de l'arbre, mais on peut pas l'arracher de l'arbre. Donc, comment est-ce que tu as fait, toi, pour voilà, travailler sur ce lâcher prise et ce contrôle? Est-ce que tu t'es accompagnée en douceur? Voilà, parce qu'on a toujours cette peur de dire oh, maintenant je lâche prise, et en fait quand on dit je lâche prise, on a un peu cette idée que ça y est, notre vie elle va partir à volo et que je vais rester dans mon lit toute la journée et que plus rien va se passer. Voilà, comment est-ce que tu as géré ça un petit peu? C'est vrai que c'est un sujet, on pourrait faire tout un podcast sur le lâcher prise, je pense. C'est un chemin, je pense qu'on n'a jamais complètement lâché prise dans notre vie. Aujourd'hui, je peux pas te dire je suis libérée du lâcher prise et du contrôle, bien sûr que non. Par contre, suffisamment pour que ça ne dirige plus ma vie et que je n'agisse plus depuis cet espace-là, je pense. Je pense que l'anxiété, c'est très lié aussi il y a cette dimension de contrôle qui est présente, hein, qu'on soit sur l'anxiété avec des migraines ou pas. Mais moi, ça a été quand même plutôt doux parce que c'est vrai que je me suis pas brusquée là-dedans. En fait, je pense que le chemin, il s'est passé comme il devait se passer. Ça s'est été en douceur. La compréhension sur le mindset, elle s'est fait plus tard, beaucoup plus tard que quand j'ai décidé d'arrêter les médicaments, par exemple. Et ce lâcher prise, je pense que c'est venu au fur et à mesure comme ça devait venir. Tu vois, j'ai fait la première séance de breathwork avec toi, je pense en juin. Et quelques jours après, d'ailleurs, c'est marrant parce que cette compréhension sur le mindset, je l'ai eu plus tard, après la séance. Donc voilà. Et le fait de lâcher prise, je pense que ça s'est fait vraiment sur petit à petit, en douceur.
avec les outils que j'ai trouvés sur mon chemin pour lâcher prise. Ça a commencé par l'hypnose parce que j'avais identifié que j'étais énormément dans le contrôle. Du coup, avec l'hypnothérapeute, on en avait parlé. Et puis voilà, après, j'ai commencé, j'ai fait des séances de breathwork. J'ai continué petit à petit, en fait, avec des lectures, avec des réflexions, avec ma formation aussi, ça m'a beaucoup enrichi. Et en fait, c'est quelque chose qui a été nourri. J'ai pas un bouton magique, hop, j'active le processus de lâcher prise. Ça a été nourri par tout ce que j'avais mis en place dans ma vie aussi, de faire confiance au processus. Ça est venu plus tard encore, c'est venu après cet été, cette notion de confiance au processus. Et ça m'a complètement aidé aussi à relâcher. Depuis septembre, j'ai pas eu une seule crise. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai pris un médicament. Je pense que ça remonte à cet été. Euh, et à partir de ce moment-là où j'ai complètement lâché et lâché prise aussi dans ok, si j'ai une crise, c'est pas grave. C'est pas grave. Et plus je résiste, plus je suis crispée à l'idée d'en avoir une, pire ça va être. Et plus je me crispe quand je sens qu'elle arrive, pire c'est. Et aujourd'hui, quand je sens que j'ai un peu mal à la tête, bah, je me détends et je me dis ok, bah, je vais m'allonger 1 heure. Et en fait, ça passe. Je m'allonge, j'ai pas besoin de prendre un médicament, j'ai pas besoin d'être dans des états pas possibles. Je m'allonge juste, des fois même je m'allonge avec une série. Avant, c'était pas possible, hein, on peut pas regarder un écran quand on a une crise. Je m'apaise, je me calme, et plus je me calme et plus je lâche. Je lâche le flow, je me dis ok, si ça veut venir, si c'est le moment que je dois avoir une crise, ok. Et en général, en fait, quand je fais ça, bah j'ai pas de crise. Donc c'est vraiment, je pense, lâcher prise au quotidien, mais lâcher prise surtout avec le fait d'avoir une crise. Et se dire ok, si ça traverse, si ça vient, je me détends, je lâche les vannes, ok, je laisse. J'arrête tout. Tant pis si je fais pas ce que j'avais prévu dans la journée. Tant pis si ça se passe pas comme ça devait. C'est ok. Et quand j'ai commencé à agir depuis cette énergie, au lieu de me dire ah mais du coup je vais pas pouvoir faire ça, ah mais ça me saoule, j'avais prévu de faire ça, et puis je devais aller à cette fête ce soir, et puis je devais faire ci, puis on avait prévu de faire ça cette semaine, et puis si je peux pas, puis machin, bah c'était pire. Et quand j'ai appris justement ce que c'était de laisser le flux circuler normalement, là ça a tout changé. Donc je pense que c'est quelque chose à explorer, mais à explorer, ouais, comme tu le disais, en douceur, et quand on est prêt à le faire, et quand on est prêt à lâcher ce qui peut l'être. Ça sert à rien d'aller se brusquer ou aller fouiller, creuser si c'est comme une poupée russe, il faut y aller en douceur. On va pas complètement enlever toutes les têtes d'un coup, là, on va y aller doucement. Et je pense que c'est un chemin, et il faut respecter son propre chemin, ce qui ressemblera que à vous. Ça sera le vôtre. Est-ce que, là je vais aller un petit peu plus peut-être dans l'approche naturopathique. Est-ce que tu avais changé des choses au niveau de l'alimentation? Moi je suis assez passionnée sur, l'influence du corps, voilà, cette régulation du bas vers le haut. La même chose pour l'anxiété où c'est pas super intuitif d'aller changer, son alimentation. Je pense que c'est un peu la même chose pour les migraines. J'ai hyper, mal à la tête, je suis hors service et tout. Faut que je change mon alimentation. OK, c'est quoi le rapport? C'est ma question du coup, c'est quoi le rapport? Est-ce que tu as changé des choses sur ton alimentation? Est-ce que l'alimentation influence? Tu as parlé du foie, donc j'imagine que oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est hyper intéressant de s'intéresser à l'alimentation. Ça fait partie des piliers qu'on va utiliser dans l'approche naturopathique. Et il y a quelque chose à aller voir tout de suite, ouais, d'aller voir s'il n'y a pas des intolérances. Ça peut être les intolérances communes, hein, gluten et lactose. Ça crée beaucoup de surcharge, donc allez voir déjà s'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là. Ça c'est vraiment hyper important pour pouvoir vous enlever tout simplement ces choses-là, puis vous voyez ce que ça vous fait, et puis si vous commencez à réintroduire un peu, puis vous observez ce qui se passe. Vous allez le sentir de toute façon, si ça vous fait du bien, si ça vous fait pas du bien, vous le verrez de toute façon. Donc ça peut être déjà aller voir là-dessus, et après c'est vraiment la base de n'importe quel corps à l'équilibre. Là ça s'adresse à tous. Pour rétablir n'importe quel déséquilibre, on va aller vers quelque chose de simple, c'est de manger quelque chose de brut, de saison, biologique si possible, non transformé et local. Bon, tout ça c'est des paramètres, on essaye de les avoir au plus dans son alimentation, c'est pas une règle exacte, mais plus on va aller vers ce type d'alimentation, moins ça va engendrer de surcharge pour l'organisme, parce que notre corps il peut venir combler quand on est en surcharge, mais il y a un moment où il faut pas trop lui en donner. Et l'alimentation, c'est une des plus grosses sources de surcharge. Tout ce qui est alimentation transformée, industrielle, notamment, c'est une source de surcharge énorme. Et ça va se répercuter sur le reste du corps, en fait. Le système digestif, ça va lui faire trop, et ça va faire trop pour le reste. Parce que tous les systèmes sont en interaction. Et donc, du coup, ça va être commencer par ça.
commencer par réduire la surcharge et surtout, au-delà de ça, on réduit la surcharge, mais aussi on va bénéficier de plus de micronutriments de qualité. Et on en parlait dans les carences physiques, c'est des carences en micronutriments, notamment en coenzyme Q10, en vitamine B, D et magnésium notamment. Et donc ça, si on n'a pas suffisamment de micronutriments dans le corps, ça va pas fonctionner. Déjà que, en général, même en faisant tout bien, ça suffit pas. Si en plus, déjà, on n'est pas sur une alimentation brute, sur des produits qui nous apportent le plus que ce qu'on peut trouver aujourd'hui avec ce qu'on nous propose, déjà, ça va vraiment pas aller dans le bon sens. Donc je pense que c'est, sans se prendre plus la tête que ça, déjà commencer par ça. Regarder si on a beaucoup de produits bruts, si c'est très transformé, si c'est très traité, parce que tous les pesticides, tout ça, va falloir les processer après, hein, et ça fait encore de la surcharge. Regardez ça déjà. Et puis après, je pense que de manière générale, on peut aussi aller vers une alimentation qui est plutôt anti-inflammatoire, parce que l'inflammation, c'est ce qui se passe en fait quand on a une crise, hein, c'est une inflammation au niveau de la tête. Et c'est ça qui crée la douleur. Donc que ce soit pendant les crises ou même en prévention, je pense qu'aller vers des produits majoritairement anti-inflammatoires, je pense que ça peut aider énormément. Personnellement, moi, c'est vrai que ça a fait partie du processus aussi de regarder déjà s'il y avait des surcharges, des carences aussi, et puis de prendre soin de mon alimentation parce qu'on dit qu'on est ce qu'on mange, donc c'est hyper vrai. Plus ça s'inscrit dans une démarche globale en fait, de prendre soin de son être, et quand il y a un déséquilibre qui se manifeste dans le corps, que ce soit les migraines ou autre chose, bah, il faut prendre soin de soi globalement. Donc l'alimentation, évidemment, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui fait qui on est, donc ça passe par là, c'est sûr. Ouais, encore plus que on est ce que l'on mange, on est ce que l'on absorbe. Encore plus, donc super, super important. Effectivement. Tu nous as parlé de l'alimentation. Un autre grand pilier, c'est aussi le sommeil. Est-ce que les migraines, toi, ça a affecté ton sommeil? Ou est-ce que ça peut affecter le sommeil de quelqu'un potentiellement? Ouais, ça peut affecter. Je pense que ça peut affecter sur les deux plans, autant sur le plan physique que émotionnel, parce que, enfin, quand ça se passe mal dans la tête, quand c'est encombré, ça, enfin, c'est un problème hyper dommageable pour le sommeil. Il y a plein de personnes pour qui le sommeil, c'est notamment déréglé à cause de tout ce qui se passe dans la tête et pas que dans le corps. Bien sûr, il y a les niveaux d'hormones, etc. qui jouent, mais ce qui se passe dans la tête, évidemment. Donc, oui, je pense que moi, ça a pu dérégler, mais franchement, je pense que il y a eu pire que moi dans l'histoire des migraines au niveau de la dérégulation du sommeil. Ça allait parce qu'au final, j'arrivais quand même à rester dans un sommeil de qualité. Par contre, moi, ce qui générait le plus de problèmes, c'était ce côté encombrement du mental. Il y avait des moments où je me réveillais le soir à 3 heures du matin, je faisais des rêves de ce que je devais faire dans la journée suivante. Je pensais à plein de trucs, je pensais ah puis si j'ai une crise, etc. Ça générait beaucoup d'encombrement dans la tête, et du coup ça avait des répercussions sur mon sommeil, notamment quand j'étais plutôt au lycée ou à la fac. Et je pense que c'est important d'aller regarder si vous avez des problèmes de sommeil, parce que si vous dormez pas correctement, ça va pas se passer correctement dans la journée non plus, et ça vous met, on revient à cet hypothalamus, sur un terrain où vous êtes hyper sensible vous êtes beaucoup plus vulnérable, et vous avez beaucoup moins de capacité d'encaisser tout ce qui se passe. Et ça, quand on est anxieux, c'est pareil, hein, même anxieux sans migraine. Enfin, je sais que Camille, tu t'en parles beaucoup du sommeil, mais moins on a récupéré pendant la nuit, moins on va avoir un système nerveux souple et moins on va être capable d'encaisser ce qui se passe aussi. Donc si vous avez bien dormi, ça se trouve, le parfum du monsieur qui passe dans la rue, bon bah aujourd'hui ça va passer. Par contre, si vous êtes déjà sur un terrain où là ça va pas, peut-être que là il suffira d'un truc pour que ce soit la goutte d'eau de trop pour le cerveau, et le déséquilibre de trop, puis ça va déclencher une crise. Oui, effectivement, en fait, le cerveau, il se nettoie pendant la nuit et je pense qu'on sous-estime tout ce qui se nettoie et tout ce qui se régule pendant la nuit. Quand on parle de l'anxiété, on parle aussi du stress, les niveaux de cortisol se régulent pendant la nuit, enfin, il y a énormément de choses et effectivement, c'est ce que tu dis. Après, c'est la goutte d'eau qui soit reste dans le vase, soit fait déborder le vase en fonction de comment est-ce qu'on a passé la nuit, en fait. Une question pour quelqu'un qui veut s'en sortir, qui est un petit peu au début de son chemin de guérison et qui peut-être ressent aussi cette énergie du ça suffit, comme toi t'as pu la ressentir. On commence par où? Ouais, alors je vais commencer par un truc qui peut être très contre-intuitif, mais avec du recul, je pense que quand on est sur ce chemin-là, faut commencer par accepter et aller regarder en vous si vous avez accepté ou pas. Parce que résister à quelque chose, ça vient créer de la souffrance.
Et accepter, ça vient générer une énergie plus fluide. Et même si vous dites, bah non, je veux pas accepter, je veux pas envoyer ce signal à mon corps que oui, je veux bien que ça se passe comme ça, c'est pas comme ça que ça va se passer, en fait. D'accepter, vous allez juste libérer toute la tension intérieure et vous dire, envoyer le signal de, ok, d'accord, c'est là, j'ai ce déséquilibre dans mon corps. Ok, je l'ai vu, je l'accepte, je le prends tel qu'il est. Ça veut pas dire que vous allez le laisser comme ça, que vous allez pas travailler pour venir rétablir ce déséquilibre, mais commencez par regarder si c'est au clair avec vous, pardon. Est-ce que vous avez accepté ou pas ça? Parce que je pense que si vous n'avez pas accepté, que vous êtes encore dans la résistance de non, 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 je peux pas avoir de migraine, je sais pas ça, ça viendra générer beaucoup plus de souffrance et ça vous aidera pas sur le chemin. Encore une fois, voilà, rien n'est vérité ultime, mais moi je pense que c'est important. Et une fois qu'on a vu si on a accepté ou pas, c'est de venir écouter son corps. Écouter son corps, c'est hyper important. Oui, une fois qu'on a vu si on a accepté ou pas, c'est de venir écouter son corps, de se demander s'il n'est pas en train de nous passer un message, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en général, voilà, on reviendra sur le décodage biologique, on laissera la signification, mais c'est vraiment quelque chose à creuser au-delà du décodage biologique, c'est de se demander. Moi, personnellement, j'avais identifié que c'était ce côté lâcher prise, contrôle. Je voulais absolument pas accepter que je pouvais être handicapée pendant une journée, devoir arrêter ce que j'avais à faire, parce qu'il y avait cette notion de productivité, j'avais rattaché énormément ma valeur à ce que je faisais et non à qui j'étais. Donc il y a tout ça, après, c'est vraiment un chemin d'introspection, si vous souhaitez vous engager dessus. Je vous invite grandement à le faire. Je pense que ça peut vraiment être une porte à ouvrir qui vous aidera. Mais venir écouter, venir observer ce qui se passe. Et après, chercher la cause. Parce que c'est bien de mettre des pansements avec les médicaments. Si ça vous convient, c'est vraiment très libre à chacun. Mais vous êtes ici et que vous êtes dans cette énergie du ça suffit, c'est de chercher la cause et de commencer à regarder. Comme on l'a dit, là, il n'y a pas une cause magique, mais c'est de commencer à venir explorer ce qui peut avoir besoin d'être établi en vous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. Regardez qu'est-ce qui génère ça en vous et justement, aller regarder ces déclencheurs, aller regarder ce qui se passe. Là, je vous invite vraiment à vous venir d'incarner au quotidien et quand vous avez une crise, regardez, ok, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qui j'ai vu? Est-ce que je me suis rendue sur un lieu en particulier? Est-ce que j'avais dormi plus ou moins? Parce que tout ce qui est changement de rythme, ça peut générer une crise. Est-ce que c'est quand je suis arrivée en vacances, puis je me suis détendue, puis la crise elle est revenue? Est-ce que ça peut être tout et n'importe quoi vraiment? Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé telle crème? Est-ce que voilà, notez tout ce qui s'est passé avant la crise et pendant quand vous avez une crise. Et après vous allez pouvoir faire les liens, comment remettre les pièces du puzzle ensemble. Et c'est possible qu'il y ait des choses qui émergent, vous vous dites ok bah moi le parfum ça me convient pas. Bah moi quand je sais pas, quand je fais trop d'exercices, quand je fais 2 heures de sport par jour, bah ça fait un peu trop. Je dis des exemples complètement lambda, mais à force de faire cet exercice du carnet, vous allez pouvoir voir ce qui déclenche la crise et pouvoir limiter aussi l'intensité. Et puis après, pour commencer, moi je vous invite à ne pas faire ce que j'ai fait, à ne pas être comme ça, à faire ces expérimentations tout seul. Je vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui travaillent autour de la santé, du bien-être holistique, parce que voilà, il y en a plein. Il y en a plein et il y en a forcément un ou plusieurs qui seront là pour vous aider, qui seront la personne juste ou les personnes justes pour vous tenir la main en fait. C'est pas une personne qui saura tout sur tout et qui vous dira fais ci, fais ça, c'est une personne qui va juste vous accompagner sur le chemin et vous aider en fait, parce qu'on n'a pas à faire ce chemin tout seul. Moi je pense que si je l'avais fait accompagner, ça aurait peut-être été plus vite, ça se serait peut-être passé différemment. Quoi qu'il en soit, c'était parfait comme c'était. Mais pour commencer, je vous invite à faire tout ce chemin d'acceptation, d'écouter son corps, et puis de vous diriger vers quelqu'un ou plusieurs personnes qui résonnent en vous et qui peuvent vraiment vous tenir la main sur ce chemin et vous accompagner, au moins au début. Du coup, pour ma dernière question, je voulais te poser cette question des 10 commandements. C'est quoi un petit peu les 10 commandements pour quelqu'un qui veut se débarrasser des migraines? Je sais pas si commandement c'est le mot approprié puisqu'on parlait de lâcher prise, de contrôle, mais en tout cas peut-être les 10 grands principes ou voilà. Par où est-ce qu'on commence et qu'est-ce que tu conseillerais d'appliquer dans sa vie si on veut guérir et se libérer des migraines? Ouais. Bah, y a pas mal de choses à explorer dans ce cas-là. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Là, pour le coup, je vais avoir cette approche un peu naturelle, du coup. Pour commencer, je pense que c'est intéressant d'aller voir du côté du décodage biologique. Allez juste prendre la peine de le lire. Voilà, ça sera pas une vérité exacte, mais regardez ce que ça fait en vous. Regardez si ça ouvre une porte ou pas.
Après, ça va être, on va voilà, checker l'alimentation, checker l'hygiène alimentaire, regarder comment ça se passe pour vous, à quoi ça ressemble, et regarder si ça colle un petit peu avec ce dont on a parlé avant ou pas. Regarder de quoi elle se compose. Ça va participer à limiter la charge toxique. Et du coup, ça peut être aussi d'aller regarder au niveau de la charge toxique. Ça va être autant à l'intérieur dans votre corps que regarder tout ce qui entre, mais la charge toxique, elle va être très présente dans votre environnement. Donc avec ce qu'on mange, avec ce qu'on boit, avec les produits qu'on utilise sur son corps, avec les produits qu'on utilise dans la maison, avec le mode de vie qu'on a aussi, la charge le stress fait partie de la charge toxique. Donc je vais revenir, la gestion du stress, c'est un pilier en soi. Mais regardez la charge toxique, regardez ce que vous pouvez réduire. Donc par exemple le parfum c'est fait partie de la charge toxique aussi. Si c'est quelque chose qui vous convient pas, voilà, on peut switcher pour d'autres choses, notamment les huiles essentielles, si vous souhaitez conserver ce petit rituel du parfum. Voilà, ça va être respirer, bien respirer parce que on est toujours très souvent naturellement en sous-oxygénation si on réapprend pas à respirer correctement. Et c'est hyper important dans la régulation du système nerveux, dans la gestion du stress. Donc que vous soyez anxieux avec ou sans migraine, c'est le bienvenu. Donc respirer, réapprendre à respirer, il y a plein de façons de respirer, il y a plein de techniques, ça peut être voilà, prendre 5 minutes le matin, l'après-midi, ça peut être faire des séances de breathwork, ça peut être la méthode Wim Hof, enfin, explorer ce qui vous convient, ce que vous avez envie d'essayer, mais respirer, ramener du souffle dans votre vie, du vrai souffle, pas du demi-souffle à moitié en train de suffoquer, là c'est pas ça respirer. Le mouvement, avoir suffisamment de mouvement dans la journée. On est fait pour être en mouvement. Si on bouge pas, c'est comme le vélo qu'on laisse au garage pendant 3 ans. Là, il va être tout rouillé, il fonctionnera pas correctement. Notre corps, ça fonctionne pareil. Donc, si vous n'êtes pas des grands sportifs, c'est pas grave. Marcher même 30 minutes dans la journée, ça fait la différence. Mais faire bouger son corps, ça peut être danser, ça peut être aller à la salle de sport. Faites ce que vous voulez, mais juste bouger suffisamment. Ça va contribuer à l'équilibre global du corps, ça, même au niveau de la partie émotionnelle et mentale. Là, ça va vous permettre de vous décharger au niveau de tout ce qui se passe dans la tête, défaire toute cette tension. S'aérer suffisamment. L'air intérieur, il est hyper chargé en ions positifs et ils portent mal leur nom. Les ions positifs, c'est des molécules qui vont nous rendre plus énervés, plus en tension, qui vont avoir plus tendance à nous donner mal à la tête, à nous donner des migraines. Alors que l'air extérieur, dès qu'on va en pleine nature, ça va être chargé, saturé en ions négatifs. C'est des petites centrales d'énergie, des centrales de vitalité qui vraiment qui nous font nous sentir bien, nous font nous sentir mieux, nous font nous sentir en état d'équilibre, en état de paix. Donc plus vous êtes dans des grands espaces, plus vous êtes dans la nature, plus il y en a. Même le fait d'être dehors, que vous êtes en ville, il y en aura plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc sortez suffisamment, aérez-vous. Après, ça va être s'écouter, écouter son corps, écouter ses émotions, vraiment être à l'écoute de soi. Parce que les migraines, c'est un déséquilibre comme un autre, mais un déséquilibre, il nous demande de venir remettre de l'équilibre, remettre du sens, remettre de la conscience quelque part. Si ça s'exprime, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un message. Donc laissez écouter et laissez, parce que si vous écoutez pas votre corps chuchoter, il va crier et ça sera vraiment pas agréable pour vous. Donc écoutez ce qu'il a à vous dire, vraiment, je peux que vous inviter à ça. C'est pas forcément confortable, c'est beaucoup plus difficile que de prendre un médicament magique, mais ça fera la différence, vraiment. Je pense que si vous êtes là, ça fera sens pour vous. Réguler son stress. Réguler son stress, on peut transposer ça à n'importe quelle personne, à n'importe quel déséquilibre. C'est hyper important de maintenir son niveau de stress à un niveau raisonnable. Le stress, c'est pas l'ennemi numéro un, l'ennemi à abattre. C'est quelque chose qui peut être très bien, qui nous a énormément servi et qui nous sert encore, mais on doit pas rester dans des états de stress continu. Notre corps, il est pas fait pour y rester tout le temps en continu 24 heures sur 24. Donc réguler son stress avec des pratiques qui vous font du bien, ça peut être respirer, ça peut être aller marcher, ça peut être rire, ça peut être faire du yoga, ça peut être se masser, se faire masser, ce que vous voulez, mais réguler votre stress, c'est super important. Trouver ses déclencheurs. Le petit exercice du carnet, là, c'est tout simple, mais vraiment, c'est important. Plus vous allez savoir ce qui fait que vous risquez d'avoir une crise, moins vous en aurez. Hein. C'est vraiment aller à la source du problème. Évitez de placer votre hypothalamus dans des états où il risque d'être trop excité, il risque de pas apprécier. Chercher les rythmes réguliers, du coup les rythmes de sommeil. Hein. La migraine du week-end, c'est quelque chose de très classique. On va dormir plus, donc on va avoir une migraine, mais c'est plein de petits trucs comme ça et au quotidien ça fait la différence en fait de mettre tout ça en place. Ça fait que vous allez vraiment être sur un chemin, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Et puis la dernière chose, c'est questionner son mindset.
questionner son mindset, là, c'est vraiment pour moi un des piliers les plus importants. Au-delà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous alimenter correctement, vous aérez, mais si vous êtes convaincu que vous avez des migraines et que ça fait partie de vous et que c'est comme ça va rester. La pensée, elle est créatrice bien plus que ce qu'on imagine. Le monde intérieur, notre monde intérieur, c'est le reflet de notre monde extérieur. Donc ce que vous croyez, ce que vous mettez, ce que vous plantez comme graines, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Donc commencez à planter des graines, les graines que vous voulez voir en fait. Si vous voulez plus avoir de migraines, plantez ça dans votre esprit. C'est beaucoup plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc tout ça, c'est des piliers d'hygiène de vie, de bien-être. Piochez comme vous voulez, tout ça, vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels de santé, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça en place seul. Si vous vous sentez de vous faire accompagner parce que ça vous fait beaucoup pour vous, vous pouvez, vous n'avez pas besoin de faire ce chemin tout seul. Et puis voilà, je pense que c'est déjà, c'est déjà bien pour commencer. Et j'espère que voilà, au moins ça vous inspirera à trouver des choses sur la voie de la libération. C'est déjà énorme, effectivement. Est-ce que Léa, tu aurais une ressource à conseiller pour quelqu'un qui, voilà, peut-être veut commencer déjà en autonomie, veut initier ce travail avant de se faire accompagner? Je vais pas donner une ressource, je pourrais vous donner un grand livre sur l'hygiène de vie, le bien-être, etc. Il y en a, hein, si vous voulez, on pourra en parler hors podcast. Mais moi, je vais vous donner le livre qui a fait que j'ai compris l'importance de mon mindset et j'ai compris ce qui se passait en moi au niveau de l'attachement, au niveau de ce qui se passait autour de mon ego. Je pense que c'est une clé bien plus puissante parce que les piliers d'hygiène de vie, tout ça, vous pouvez les trouver hein, sur Internet, vous pouvez les trouver seuls. Mais par contre, il y a un livre, un livre qui est un pilier d'ailleurs, en fait, on en a parlé par hasard avec Camille au début, mais c'est le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ce livre-là, il m'a vraiment permis d'initier la compréhension au niveau du mindset et de mon ego et de ce qui se passait. C'est un livre qui nous permet vraiment de prendre du recul. L'ego, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste quelque chose qui doit pas nous diriger. On doit pas le laisser prendre le contrôle. C'est pas lui qui contrôle, mais il est très utile. Ce livre, il nous permet vraiment de comprendre à quel point des fois on peut se laisser diriger par lui. Et voilà, moi ça m'a vraiment aidé à comprendre ce qui se passait au niveau du mindset. Et je pense que voilà, que vous soyez migraineux ou pas, ce livre-là, moi je pense qu'il faudrait le faire lire par tous. Donc voilà, s'il y a une ressource à retenir, moi je pense que ce serait celle-là. Merci pour ça. Toi, comment tu accompagnes les personnes et où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, j'accompagne les personnes par des consultations naturopathiques, notamment. Pour les personnes qui ont des migraines, il y a un accompagnement plus poussé qui sort. Et c'est un accompagnement, justement, où on va aller au-delà de faire un bilan naturopathique en consultation d'1 heure et demie, puis un suivi. Là, on va aller plus loin. On va faire quelque chose, on va pousser plus on va retrouver plein de choses dont on a parlé, là, notamment les 10 commandements, mais on va faire plus que les effleurer. On va vraiment aller en profondeur, comprendre pourquoi c'est important, comprendre ses déclencheurs, on va aller passer par les 4 corps, vraiment. On va aller fouiller dans les 4 corps, aller voir. Et c'est vraiment un mix entre de l'autonomie où vous comprenez seul ce qui se passe pour vous et vous commencez à défricher le terrain, et puis des moments où on est ensemble et où là on va aller plus personnellement dans vos besoins, dans ce qui va vous aider, trouver votre propre chemin de guérison, trouver votre propre protocole qui vous fera du bien, parce que ce qui fera du bien à l'un ne fera pas forcément du bien à l'autre. Donc voilà, c'est un programme pour aller plus loin qu'un simple suivi naturel. Là, c'est vraiment un programme que j'aurais aimé trouver en fait, quelque chose que j'aurais aimé trouver quand j'étais en errance, et je l'ai construit comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu le créer aussi, c'était pour que chaque personne qui souffre de migraine, elle se retrouve pas seule et qu'elle ait vraiment un point d'ancrage, et je le veux comme ça, cet accompagnement. Donc voilà. Et puis on peut me trouver principalement sur Instagram à Rise with Léa. Rise comme ça se prononce en anglais, WTH Léa, où je parle pas forcément que de conseils naturaux, je propose quelque chose de différent, avec des réflexions, avec des choses, voilà, j'essaie de pousser la réflexion plus loin, et ça s'inscrit dans une démarche de bien-être général, ce que je partage là-bas. Merci Léa pour toutes ces informations, pour ces éclairages passionnants. Je suis sûre que cet épisode va aider plus d'une personne. S'il vous plaît, si vous souffrez de migraine ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de migraine, partagez-leur le lien de ce podcast, de cet épisode, ça coûte rien. Et aidez-nous à faire passer ce message, voilà, qu'on peut s'en sortir et qu'on n'a pas à vivre avec.
Merci pour votre écoute, merci Léa, et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un autre épisode de Pas de soucis. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux en savoir plus sur l'impact de l'inflammation et de l'alimentation sur la santé mentale et l'anxiété, je te recommande mon livre Passer au mode de vie anti-inflammatoire. Conçu comme un guide pour celles et ceux qui veulent se lancer dans cette approche efficace et durable de la santé, tu trouveras de nombreuses explications toujours simples et claires sur ce qui se passe dans ton corps et des conseils pratiques ainsi que des recettes. Et j'ai une offre spéciale pour toi. Commande le livre en juin et assiste gratuitement à la masterclass Brain Food, soulager l'anxiété avec l'alimentation anti-inflammatoire, le jeudi 23 juin à 20h. Si tu n'es pas disponible sur cette date, pas de panique, il y aura un replay. Ce qu'on va couvrir dans la masterclass: l'axe intestin-cerveau, un outil de guérison puissant, la différence entre inflammation aiguë et inflammation chronique, les principes de base de l'alimentation anti-inflammatoire, les 6 stratégies nutritionnelles qui ont prouvé leur efficacité contre l'anxiété. Je partagerai aussi un protocole Brain Food personnalisable pour optimiser sa nutrition. Tous les détails sont dans les notes en dessous de cet épisode. Je te retrouve très vite dans la masterclass et je me réjouis de partager ce moment avec toi.